Bonjour, c'est Benjamin. Et Nils. Et on est ravis de vous retrouver tous les 15 du mois pour cette deuxième saison de Reboot by Sérimania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un reboot un peu spécial ce mois-ci puisqu'il n'est pas forcément à mettre devant tous les yeux. On risque en effet d'y montrer pas mal de choses que les plus jeunes d'entre vous ne devraient vraiment, mais alors vraiment pas avoir envie de voir. Ce sera donc le premier épisode de Reboot interdit aux moins de 16 ans. Depuis quelques semaines, j'imagine que tu l'as bien noté, on ne parle que de Squid Game, une série coréenne de 9 épisodes dont tout le monde dit l'habileté de la mise en scène et l'efficacité, mais aussi et surtout la violence. Et en effet, un épisode de Squid Game, c'est quoi? C'est une dizaine, une vingtaine, une centaine de morts violentes par épisode. Une violence réelle, physique, et une violence symbolique et sociale. Le jeu en lui-même consiste à transformer cette violence sociale, celle des candidats du jeu, toutes et tous venus là par désespoir depuis les marges de la société, à cause d'un échec professionnel et ou personnel, d'une impasse, d'une cavale qui les rend prêts à tout pour se refaire et recommencer. Dans le cadre de ce jeu mystérieux, donc, une logique bien connue. Celle qu'il veut qu'il n'en reste plus qu'un. Et l'élimination est sans après, une balle dans la tête. Survivre ou mourir en échange d'une énorme somme d'argent. Alors si ce scénario vous dit quelque chose, ce n'est pas tout à fait par hasard. Cela rappelle notamment un cultissime long-métrage japonais Battle Royale de Kinji Fukasaku, sorti en 2000, où, dans un futur proche, l'on envoie des adolescents de terminale s'entretuer sur une île jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Rien de nouveau, mais un très habile mélange. Une mise en scène plus complexe que la pureté radicale de Battle Royale. Celle de la métaphorisation permanente de toutes les violences en une. Une violence symbolique et concrète à la fois. Une violence arbitraire et aveugle. Une violence divine, celle des dieux grecs, celle qu'on n'interroge pas à partir du moment où l'on entre dans le jeu. Une métaphore de la condition humaine, dans la tradition de l'absurde où la punition n'est jamais très loin. L'absurdité de la violence ne se limite pas à la violence, elle est partout. Elle s'inspire bien sûr du manga, mais en série sur un autre mode, à une autre époque, on connaît déjà ce mélange. C'est celui du prisonnier par exemple, dont la violence symbolique est tout à fait comparable. Mais le plus amusant quand on y pense, c'est que ce qui fait impression quand on regarde Squid Game, ce n'est pas la violence en tant que telle. Un bon épisode d'urgence par exemple peut faire bien pire, non ? Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, je pense qu'on a tous bien mérité 10 secondes de paix et de tranquillité béate. Ça va mieux, non? Poursuivons. De la violence, à la télévision comme au cinéma, on en voit tous, depuis le début. Les histoires violentes font partie du b.a.-ba de la fiction. Sûrement, et ce n'est pas Aristote qui va nous contredire, parce qu'elles permettent d'exprimer des émotions vives et puissantes, forcément attirantes pour le spectateur. Et de s'en purger sans forcément les concrétiser soi-même. La fameuse catharsis et tout ça. Exactement. Mais dès qu'il s'agit de représenter cette violence, tout devient très problématique. Oedipe, par exemple, ne se crève pas les yeux sur scène dans un dégoulinement de sang. Tout cela est raconté par un messager. C'est déjà bien assez flippant comme ça d'ailleurs, surtout avec le contexte. Repensez à présent aux fictions policières françaises qui occupent une part importante de la production télé de ces 50 dernières années. À quelques exceptions près, récentes, comme Engrenage, la violence est largement édulcorée ou rejetée hors champ. Conçue pour être regardée par tous et s'adressant à tous, elle ne veut choquer personne, ce n'est pas son sujet. Les cadavres sont très présentables et personne ne saigne en se prenant une balle dans le buffet. L'acmé de la violence télévisuelle française, c'est plutôt de se prendre des crabes sur la tête. Pourtant, la télévision n'est pas exempte de violence physique. Comme le cinéma, elle accepte une autre vision codifiée de la violence, celle que les Américains appellent le slapstick, un comique visuel et physique où la violence est volontairement exagérée. Cela remonte à Shakespeare et au bâton d'Arlequin, le stick de slapstick. Ça traverse tout l'âge d'or du burlesque et ça se retrouve partout, dans l'humour des cartoons, des Trois Stooges ou de Maman j'ai raté l'avion.
C'est un peu comme dans le cinéma de Tarantino. Cette violence irréaliste crée une distance qui permet au spectateur de supporter des images qui seraient choquantes ou même gore. La violence psychologique est partout, même dans le plus inoffensif en apparence des feuilletons ou même des dessins animés. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. Et même, certaines blagues de sitcom sont perçues différemment avec le recul et l'évolution des mœurs. Bonne blague à l'époque de la sortie, situation humiliante ou violente pour un personnage en position de faiblesse aujourd'hui. Mais au-delà de ces violences qui sont pour la plupart abstraites, la télévision a également appris à domestiquer une autre forme de violence, très concrète et visuelle celle-là, venue en grande partie du cinéma et plus précisément du cinéma de genre. Ah oh, effectivement, c'était choquant. Je pense qu'on a tous bien besoin de faire une pause nature pour profiter de quelques secondes de bonheur simple. Le tournant pour la fiction télé, c'est plutôt les années 80 et l'apparition de la télévision à péage, câble et satellite. Aux États-Unis, HBO propose un nouveau modèle. Première sur le sport, le sexe et aussi la violence bien sûr. Derrière la barrière du péage, on se permet davantage pour attirer la frange masculine, jeune et active des spectateurs. Les années 2000 et 2010 joueront la surenchère logique. Pour les fictions de la télé payante, la violence graphique est un matériau comme un autre, émotionnel ou esthétique. En 2013, une série britannique comme Utopia, de Dennis Kelly pour Channel 4, joue la carte de l'ultra-violence, ultra-angoissante mais également ultra-esthétisée et stylisée. La série tout entière est déréalisée par le traitement de son image, ses cadrages travaillés et ses couleurs sursaturées. Adaptée d'un comic, elle en adopte les codes visuels, rendant ainsi supportable le difficilement supportable. À l'opposé, la grand guignolesque et outrancière Spartacus, Blood and Sand de Sam Raimi et Steven S. DeKnight en 2010 sur Starz assume complètement son mauvais goût. On y décapite joyeusement, on y tranche des membres, on y énuclée ou on découpe au glaive dans de délirantes gerbes de sang rajoutées à la palette graphique. Un gigantesque défouloir sous perfusion de testostérone, haut placé sur l'échelle du gore télévisuel. Et puis il y a Game of Thrones bien sûr, maître étalon des années 2010. L'adaptation par David Benioff et D.B. Weiss de la saga de J.R.R. Martin utilise l'ultra-violence choquante comme une ponctuation attendue, l'explosion des tensions qui tendent son récit. L'efficacité de ces scènes, tout comme la popularité de la série, montre en tout cas que les spectateurs avertis de 2010 sont prêts à supporter beaucoup, largement autant que dans Squid Game. En 2020, une nouvelle étape, la dernière à ce jour, est franchie avec Gangs of London, série britannique de gangsters, réalisée pour Sky Atlantic par Gareth Evans. Là, pour le coup, on y découpe les gens à la machette, on y explose des tibias ou même des crânes à coups de fusil à canon scié, et tout ça de la manière la plus frontale imaginable. Un polar sur le fond, un déchaînement presque pornographique de violence sur la forme. Et je pense qu'à ce niveau, on a bien mérité une bonne grosse pause au milieu des animaux mignons avec de la jolie musique douce. Ah bah non, bah c'est malin, non, c'est tout gâché maintenant. Bon, tant pis, on enchaîne. Car il reste un mystère à résoudre. À l'exception de Game of Thrones et à l'extrême limite d'une série comme Dexter, toutes ces séries violentes sont des succès de niche. Cinéma de genre, série de genre. Tout aussi dérangeantes visuellement que Squid Game, elles n'ont pas vraiment fait parler d'elles, au-delà des amateurs. Pourquoi alors Squid Game choque-t-elle autant le très grand public ? Parce qu'elle correspond à l'époque, bien sûr, avec son complotisme, son sous-texte politique sur l'inégalité, la critique du capitalisme, responsable en partie de la chute antérieure des personnages, et aux commandes finalement de ce jeu cruel. On y retrouve ce qu'on a déjà vu à la télévision, dans Westworld, où de riches oisifs s'amusent à tuer des androïdes dans des parcs d'attractions. Mais cette fois avec son troupeau humain. Les riches s'ennuient, ils ne s'amusent que comme ça en ville.
Et puis, du côté esthétique du crime, il y a l'enfance. Le jeu n'est pas un jeu d'adulte, c'est un jeu d'enfant perverti. Squid Game s'amuse très intelligemment du reproche de perversion de la jeunesse qu'on lui prête. Ce sont des jeux d'enfants pervertis, où une mort réelle se substitue à la mort symbolique. Car tant qu'à parler de violence à l'écran, on pourrait parler de séries de guerre ou d'apocalypse, façon Band of Brothers par exemple. Mais la guerre est une affaire d'adultes. Le jeu est une affaire d'enfants. D'ailleurs, dans Squid Game, l'enfance est constamment soulignée dans sa vulnérabilité. Gi-hoon a une petite fille dont il ne s'occupe pas. Le petit frère de Kang Se-byok est dans un orphelinat. Sang-woo est un enfant prodige qui ne veut pas décevoir sa maman. 서울대 나왔어요. 경영학과. 어머, 서울대 경영학과요? 머리도 좋은데 인물도 좋네. Oh Il-nam, lui, revient en enfance dans ses délires de vieillard. Bien sûr, Gi-hoon est un joueur. C'est ainsi qu'il perd tout le peu d'argent qu'il a au début de la série. Mais ces courses de chevaux ne sont que l'avatar pathétique des jeux d'enfants. Les adultes, ce sont des enfants qui ne jouent plus pour de vrai, prisonniers de leurs chimères et de leur argent de grand. Enfin, le succès de Squid Game tient peut-être à 2 éléments de théâtre finalement, à savoir certains de ses acteurs excellents et le lien entre 2 de ses personnages principaux, Gi-hoon et Sang-woo. Gi-hoon est le mauvais fils, celui qui désespère et parle mal à sa mère. Sang-woo est le bon fils, celui dont tout le quartier est si fier. 주말 좀 살까요? Et c'est une autre facette de la violence sociale et psychologique qui est mise en scène. Pourtant, au fil des épisodes, c'est Gi-hoon qui s'affirme comme le bienveillant, le bon, quand Sang-woo ne sort jamais d'une forme d'ambiguïté parfois criminelle. Donc pour conclure, rien de bien nouveau sous le soleil. Squid Game brille surtout par sa capacité à assimiler et à synthétiser beaucoup d'influences, un peu d'air du temps et un catalogue de formes de violence diverses et variées. A bientôt Benjamin. A bientôt, on revient le mois prochain.